Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est la dernière table ronde de la journée, mais ça va être la plus sympa, en tout cas la plus alcoolisée, c'est sûr, toujours avec modération. Alors, on va parler donc du rhum français. Pourquoi c'est le meilleur? Incontestablement. Ses enjeux au niveau mondial, l'économie également dans les DOM. Bref, on va se régaler. Après, on pourra en déguster, si je ne me trompe pas, toujours avec un peu de modération. Alors, je m'appelle Alain Marty, je présente l'émission Invino sur BFM Business depuis 11 ans, qui est la seule émission en langue française à 100% consacrée au vin et aux spiritueux. J'espère que vous l'écoutez tous. Alors, pour parler du rhum, son avenir, sa réalité, 4 stars mondiales, ils sont là. Alors, on commence par Eric, qui est là-bas, Eric. Eric, qui est 100% issu du secteur agricole en Martinique, il a également assuré la direction technique de l'exploitation agricole du Galion. Et puis depuis 2 ans, il a un gros boulot. Il s'occupe de créer la filière canne en Martinique. Il a été la chevrière de la création de la SICA Canne, qui fédère 200 producteurs. Et comme il lui reste beaucoup de temps, il est aussi vice-président du Crédit Agricole de Martinique. Ça, c'est le premier intervenant. Deuxième intervenant. Tout va bien pour l'instant? Bon. Deuxième intervenant, Christian de Montaguer. Christian qui est là. Alors lui, il est né dans les îles. C'est un vrai. C'est pas un demi, c'est un vrai à 100%. Et puis, il a fait de sa passion son business. Il a une cave qui est rue de l'abbé Grégoire dans le 6e, et avec tous les produits, le summum de l'art de vivre dans les Caraïbes. Donc c'est un homme qui est très heureux. Et en plus, il a une collection de plus de 1000 rhums différents, issus de 50 pays. Donc c'est quelqu'un qui est un observateur absolument incontournable, et sympa, et content d'être là. Voilà. Ensuite, troisième intervenant, le dynamique Jean-Claude Cantorne qui est là. Jean-Claude est donc le vice-président de CIRT, DOM, qui est l'interprofession en fait, qui regroupe donc l'ensemble des producteurs de rhum français, Martinique, Guadeloupe et aussi la Réunion et également donc la Guyane. Il est aussi vice-président de la compagnie financière européenne de la prise de participation qui possède notamment la Martiniquaise et également donc Bardinet et des belles marques également de rhum. C'est un garçon qui est très actif et qui vraiment passe beaucoup de temps pour s'occuper de cette noble société, cette noble cause. Le groupe en lui-même est le numéro 10 mondial des spiritueux. Pile, hein, Jean-Claude, 10. Hein. Et enfin, j'ai dire le meilleur pour la fin. Ils sont tous très bons ce soir. Voilà. Tous. En tout cas, il est très dynamique. C'est Grégoire Guéden, qui coordonne la branche de l'activité Rhum du groupe Bernard Ayotte, qui est un groupe international avec 3 activités principales, la distribution automobile, la grande distribution et les activités industrielles, avec notamment 2 marques de rhum magiques, le rhum Clément, l'Europe JM. Les autres marques sont bonnes aussi, Jean-Claude, il n'y a pas de problème. Il est très actif depuis 16 ans dans l'ultramarin, si je puis dire. Et on entend son franc-parler, son sourire, sa diplomatie, son dynamisme en Martinique, à Paris, mais également à Bruxelles. Alors, pour débuter, Eric, question bête, il faut commencer par la bêtise. Comment fait-on pour élaborer du rhum? Pour élaborer du rhum, c'est très simple. Il faut de la canne. C'est la matière première du rhum. Il faut de la canne. Et il faut savoir que la canne représente sur les 4 DOM 40 000 hectares à peu près. C'est la deuxième culture de l'île de la Martinique, puisque nous allons parler de ce rhum en particulier. Et donc, il y a 2 types de rhum. Le rhum industriel, qui est fabriqué à partir de la mélasse, et le rhum agricole, qui est fabriqué à partir du jus de canne pressé par des moulins. Donc, voilà, la fabrication va différer. Alors, nous avons une spécificité à la Martinique, c'est que nous avons, depuis 1996, obtenu l'appellation d'origine contrôlée. L'AOP. L'AOC pour le rhum agricole de la Martinique. Et comment ça se répartit en termes de production entre la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane? Qui est numéro 1, qui est numéro 4? Alors, le premier producteur de canne, c'est la Réunion, qui fait 1 700 000 tonnes de canne. Le deuxième producteur de canne à sucre dans les DOM, c'est la Guadeloupe, qui a fait en 2013 à peu près 600 000 tonnes, en moyenne 700 000 tonnes, en fonction des années. Ensuite, c'est la Martinique, qui a un petit poussé en matière de production de canne et de sucre. La Martinique a produit en 2013 177 000 tonnes de canne.
Et la Guyane a très peu de cannes, à peu près 90 hectares de cannes, c'est très peu, mais c'est un producteur de rhum spécifiquement. Enfin que la Réunion produit beaucoup de sucre, la Guyane ne produit pas de sucre, la Guadeloupe produit du sucre et du rhum agricole, et la Martinique s'est orientée depuis quelques années par la force des choses vers la production de rhum, puisque sa production de sucre est très marginale. Voilà. Au total, hein, ça représente quand même 28 000 personnes, donc c'est un bassin d'emploi non négligeable. Christian, d'un point de vue technique et organoleptique, le rhum français, le meilleur, Christian, comment on peut le définir? Alors c'est surtout effectivement le meilleur évidemment pour nous, le meilleur pour beaucoup, mais c'est vrai qu'il existe surtout une grande variété de saveurs liées, je dirais, au mode de fabrication et aux différentes matières premières utilisées, comme il le disait tout à l'heure, soit le jus de canne, soit la mélasse. Aujourd'hui, on tend à répartir les différents types de rhum selon, on va dire, l'héritage colonial. Alors, si c'est l'héritage colonial espagnol, on aura généralement des rhums plutôt doux, sucrés, gourmands, le côté pâtissier, voire même parfois pour certains un peu liquoreux, parce que c'est vrai qu'ils ont des techniques de fabrication qui sont différentes, et notamment ils n'hésitent pas à rajouter du sucre ou du caramel, ce qui est formellement, je dirais, interdit chez nous. On peut parler également du style britannique ou anglais, où là on aura des rhums là aussi toujours doux et suaves, parce que ce sont des rhums de mélasse, comme pour les rhums latino-américains, mais ceux-là étant distillés différemment, la plupart du temps en utilisant des alambics plutôt que des colonnes de distillation, ce seront des rhums plutôt poil plus secs, mais surtout marqués par des notes plus épicées, plus boisées, avec une structure un petit peu plus charpentée, on dira. Christian, dans tes boutiques, donc plus de 1000 références de rhum. Est-ce que justement l'AOC dont parlait Eric, Martinique, c'est un plus pour le consommateur? Il faut l'expliquer, il comprend pas? Je pense que tout label est un plus, effectivement, surtout quand on ne connaît pas forcément justement les critères utilisés pour l'attribution de ce label, mais en tout cas, il signifie quelque chose pour le consommateur, c'est un gage de qualité. Cela signifie aussi le respect de certains critères qui sont contrôlés. Et donc, en l'occurrence, oui, pour la Martinique, je pense que c'est un plus de façon très évidente. Jean-Claude? Oui, je voulais dire quelque chose à ce point précis, qui est la caractéristique du rhum des départements français d'outre-mer, c'est qu'il ne peut être élaboré qu'avec des cannes ou des matières premières de nos départements, et dans chaque département, premièrement. Et deuxièmement, nos rhums sont de véritables eaux de vie qui ne peuvent être ni édulcorés, ni aromatisés. Et vous ne me contredirez pas, un certain nombre de rhums qui sont à l'heure actuelle en présence sur le marché métropolitain français sont malheureusement... On va en parler, Jean-Claude, de tous ces vilains-là, qui n'ont pas les mêmes règles que nous et qui les vendent encore moins cher. Hein, c'est dramatique. Grégoire, on a vu donc la proposition donc, de production, donc 28 000 personnes qui travaillent, avec effectivement un vrai terroir, une notion de terroir pour le rhum français, à l'image des grands vins de Bordeaux, il faut le dire, ou alors les crus de cognac également. Le tourisme, on parle beaucoup de spiritourisme. Vous allez, je sais pas, visiter la Bénédictine en Normandie, par exemple. Est-ce que là aussi, il y a une relation de cause à effet, une corrélation entre le rhum français, des DOM, et également le tourisme? Oui, c'est un sujet très intéressant. Juste en préalable, je voudrais dire que moi, je suis extrêmement content, c'est la 5e fois que je participe à la JOMD, de voir que les organisateurs, cette année, ont choisi, entre autres, comme sujet le rhum. Très content parce que c'est un sujet passionnant. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est 28 000 emplois, 18 000 directs quand on prend la filière, 4 000 dans l'industrie pure du sucre et du rhum. Donc on n'est pas en train de parler d'une industrie anecdotique, on est en train de parler d'un secteur d'activité, bassin d'emploi important. Et donc c'est quelque chose de, je trouve que c'est une belle reconnaissance pour cette profession d'avoir été choisi parmi les sujets qui sont abordés aujourd'hui. Tu as parlé du rhum juste avant l'apéritif, c'est parfait aussi d'ailleurs. Exactement. La deuxième chose, et là je voudrais le dire, on parle beaucoup dans la JOMD des difficultés de l'outre-mer, de problèmes de l'insularité, de l'éloignement, de la Commission européenne qui nous met des bâtons dans les roues. On parle ce soir d'un secteur d'activité, le rhum des DOM, le rhum français de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, pour lesquels l'outre-mer est le champion du monde. C'est reconnu, c'est accepté, c'est une reconnaissance extraordinaire. Voilà un secteur d'activité dont on va parler aujourd'hui
qui est le numéro 1 mondial en termes de qualité dans le monde. Je le dis avec d'autant plus de lucidité et sans aucun chauvinisme. Je travaille pour l'outre-mer depuis 16 ans, je ne suis pas ultramarin, donc je le dis avec beaucoup d'objectivité. Je n'ai jamais rencontré de personne qui ne m'ait contredit sur le fait que le rhum qui est produit en outre-mer est d'un point de vue qualitatif probablement, très sûrement, le meilleur rhum au monde. Donc je trouve que c'est un domaine d'excellence et que c'est une belle reconnaissance pour ce domaine d'excellence que de débattre aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de choses à construire, beaucoup d'interventions passionnantes pour expliquer pourquoi on en est là et essayer de voir comment on peut passer à l'étape supérieure. Alors, le touriste, Grégoire, il arrive le touriste, alors, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Je voulais quand même préciser ça. Une fois quand on parle des grands secteurs d'activité économique en Outre-mer, très régulièrement, évidemment, on retombe sur le tourisme, qui est un des secteurs importants, qui est un des secteurs qui se réinvente en permanence. Et là aussi, je suis convaincu, ou qui doit se réinventer, je suis convaincu que le rhum peut apporter à l'économie du tourisme une contribution non négligeable. Et je prends comme exemple d'autres filières viticoles, je pense à la Champagne, je pense à Bordeaux, je pense au cognac pour rester en France. Voilà des filières qui ont su s'organiser au travers d'un nom barbare qu'on appelle le spiritourisme, hérité de l'œnotourisme dans le vin, c'est-à-dire un bassin économique tourné autour des entreprises qui fait venir du monde entier des amateurs, des passionnés. Et on sait que nos consommateurs sont de plus en plus mondiaux. Il n'est pas rare pour ceux qui vont régulièrement en Charente ou à Bordeaux de voir des Cars, de Chinois, des Russes qui viennent spécifiquement passer une semaine les poches pleines pour acheter des grands crus, pour visiter les châteaux. Et là, quand on regarde notre patrimoine, qu'il soit à la Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion et à la Guyane, que je connais moins bien, je vois Ernest, mais je crois qu'on va cette année d'ailleurs en Guyane faire notre assemblée générale. Chacun de nos sites a été restructuré, modernisé, pensé dans un vrai respect du patrimoine et de l'histoire. Parce que quand on vend un spiritueux, quand on vend du rhum, on vend de l'histoire, on vend du patrimoine, on vend un territoire, et que toutes nos entreprises ont donné beaucoup d'attention pour que les visiteurs qui viennent nous rendre visite perçoivent en visitant nos maisons, perçoivent en visitant nos distilleries, nos chais, le poids de cette histoire, de ce patrimoine, de ce savoir-faire. Eh ben, c'est un petit parcours qu'on appelle chemin des distilleries, qu'on appelle route des distilleries. Je crois qu'à Bordeaux, ça s'appelle la route du Médoc. Il y a toutes les routes des vins. Sachant qu'en France, dans le vin, c'était l'Alsace qui a été pionnière en la matière. Et on doit s'appuyer, les professionnels doivent mieux se structurer pour offrir au service du tourisme de nos départements un produit à vendre. Alors, ce n'est pas de la philanthropie, c'est qu'à la fois, je pense que c'est une offre, j'imagine que je rêve du jour où on viendra un coup à la Martinique pour le carnaval et puis un coup pour la fête du rhum ou la route du rhum, peut-être en 2030. Jean-Claude, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du tourisme? Le tourisme, Grégoire en parle très bien, donc c'est un axe majeur, il faut continuer à travailler? Sans aucun doute, sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est tout. Éric? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la canne, de la culture de la canne, c'est un atout pour la Martinique au niveau touristique. Pourquoi? Parce que nous avons, et c'est également valable pour la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane, nous avons des usines et des distilleries installées sur tout le territoire avec une culture qui est une culture durable, relativement peu consommatrice de produits pesticides. Il faut savoir que la canne à sucre n'utilise pour se défendre que des herbicides qu'on va utiliser contre les mauvaises herbes, mais sur d'autres types d'ennemis comme les insectes. Nous avons eu l'occasion, nous avons été précurseurs dans la canne, aussi bien à la Réunion, Guadeloupe que Martinique. Nous avons utilisé la lutte biologique pour lutter contre des insectes qui faisaient des dégâts dans la canne. Une culture raisonnée, quoi, avec un souci permanent. C'est une culture raisonnée, durable, et les professionnels de la canne font actuellement le maximum pour trouver des méthodes alternatives aux herbicides pour avoir une culture très propre, peu consommatrice de pesticides. Nous avons ce qu'on appelle la transition paysagère, c'est-à-dire si vous venez au mois de décembre, vous allez voir tous les champs de canne en fleuris, un peu, ça donne une impression un peu de neige. Vous allez voir après la récolte des espaces qui sont bleus parce que la canne, avec l'apport d'azote, va être extrêmement verte au point d'avoir des nuances de bleu. Et puis à l'approche de la récolte, qui a lieu par exemple en Guadeloupe et en Martinique actuellement de février à juin, vous allez avoir des paysages très, très jaunes avec
Dans certains secteurs, des brûlages de cannes, d'autres secteurs, des cannes coupées à la machine. Donc, vraiment... c'est très beau, il faut y aller pour les voir. Il faut y aller. Christian, est-ce que quand les gens viennent acheter tes bouteilles de rhum chez toi, encore une fois dans le 6e arrondissement, ils se disent, tiens, je suis allé visiter Saint-James qui fête ses 250 ans cette année, ou alors Rhum Clément, c'est-à-dire que c'est un plus pour revenir quand on est dans Métropole pour acheter des bouteilles ou pas? C'est vrai que nous, ici à Paris, la problématique, le sujet ne se pose pas exactement de la même façon. Les gens viennent d'abord pour le produit, mais charge à nous, en tout cas en magasin, de leur donner envie pour acheter ce produit, de parler voilà, exactement de tout ce qu'il y a derrière, l'aventure humaine qu'il y a au préalable. Les hommes, on doit parler, Eric. Voilà, et effectivement, la notion de paysage, la notion de rêve, elle est conjointe. C'est beau, quoi. Effectivement. Grégoire, on part des villes méchantes, les concurrents, parce qu'en termes de production de rhum, malheureusement, il n'y a pas que nous en fait. Hein. Oui, malheureusement ou heureusement, nous ne sommes pas les seuls. Malheureusement parce que ça nous fait des concurrents et heureusement parce que ça stimule et ça dynamise le marché. Repartant du postulat que j'ai fait que les rhums d'outre-mer sont les meilleurs rhums au monde, c'est un excellent constat. Malheureusement, il faut qu'on arrive à un moment donné à le partager avec nos consommateurs. Faire passer le message. L'être, c'est bien et le faire savoir, c'est mieux. Nous sommes dans un environnement extrêmement mondialisé. Moi, anecdote, quinzaine d'années que je suis rentré dans ce métier et mes amis, mon entourage me dit mais du rhum, personne ne boit de rhum. Qu'est-ce que tu vas faire dans une Qui boit du rhum régulièrement juste pour voir? Je crois que dans la salle, je crois que dans la salle, les gens très bien ici. Oui. Je me demandais qui va boire du rhum tout à l'heure. Mais en réalité, vous seriez extrêmement surpris, vous allez être extrêmement surpris de découvrir que le rhum est le troisième spiritueux le plus consommé au monde, derrière le whisky et la vodka. Et après, c'est le rhum. On parle beaucoup en France du cognac. Le cognac, c'est 10 fois moins important en volume que le rhum. Donc nous sommes dans un univers mondialisé. C'est une des grandes difficultés puisque le cognac est produit dans la région de Cognac, le Calvados est produit en Normandie, le rhum est produit malheureusement dans le monde entier. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être l'occasion d'en débattre, mais nous produisons avec un certain nombre de règles. Je parle en regardant la présidente du syndicat de l'AOC dans les yeux. Elle est où? Elle est ici, Madame Claudine Nesson. Nous avons des règles qui sont des règles, je pense, bénéfiques, car elles sont aussi la garantie d'une qualité, la garantie, comme disait Jean-Claude Cantornet, de la provenance de la matière première. On fait du vin de Bordeaux avec des raisins de Bordeaux et pas des raisins du Chili. On fait du rhum de Martinique avec de la canne de Martinique. Officiellement. Donc on a une concurrence qui est très forte, qui est mondialisée, qui répond à des règles et des réglementations très différentes des nôtres. Et aussi, c'est un sujet qui probablement sera abordé et rejoint les problématiques que nous connaissons au niveau européen. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce dynamisme autour du rhum fait que le marché est extrêmement important. Le marché est mondialisé, en pleine croissance. Et puisque nous savons maintenant et que nous sommes convaincus que nous produisons le meilleur rhum du monde dans un marché en pleine croissance, la vraie question, c'est comment faire pour le faire savoir et comment faire pour que l'outre-mer français devienne au niveau mondial ce que les grands vins de Bordeaux... Une référence au niveau premium, Grégoire. Voilà. C'est la question. Christian, 1000 références, donc tu vois arriver des gens qui veulent tous te vendre du rhum. Bon, je confirme. Les concurrents sont agressifs, ouais. Ils sont meilleurs en marketing que nous, ils sont moins bons, ils sont moins sympas, plus sympas, ils te donnent plus de sous? Non, pas vraiment. Mais je confirme en tout cas que la notion de mondialisation se retrouve dans ce domaine du rhum, du fait qu'aujourd'hui, dans le réseau des cavistes, les marques les plus vendues sont des marques qui vont vous paraître étrangement venant de pays auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, le numéro 1 de très très loin aujourd'hui en France, c'est une marque vénézuélienne. Mais évidemment pas faite du tout de la même façon que nous, aux Antilles françaises ou en Outre-mer français, et en l'occurrence avec rajout de caramel, de sucre, etc. Oui, tu reviens du Guatemala, ils t'ont expliqué qu'ils bidouillaient bien là-bas aussi, non? Ben oui, là aussi, effectivement, pas du tout les mêmes méthodes, mais... et ça s'appelle rhum pourtant. Hein. Oui, voilà, mais au final, c'est effectivement de très très grosses entreprises, qui une seule d'entre elles pourrait équivaloir à plusieurs distilleries de chez nous. Donc évidemment, il n'y a pas les mêmes moyens derrière, sans compter peut-être les moyens autres offerts par les gouvernements en termes de subventions, etc. Alors on a parlé de production, maintenant on parle de consommation, de grands bassins de consommation. On l'a bien compris, Grégoire, l'objectif c'est d'être premium pour le rhum français. Alors déjà, si on fait une comparaison avec le cognac, entre les cognacs chers et le rhum cher, ça représente quoi? Et ensuite, les grands marchés de consommation. Ce qui nous intéresse, c'est où on boit du rhum cher. On l'a dit, nous produisons avec un certain nombre de contraintes. Je crois que quand on a des contraintes, qu'elles soient réglementaires ou qu'elles soient qualitatives, il faut en faire une force.
Donc n'essayons pas d'aller concurrencer des gens qui produisent moins cher que nous, sans règles environnementales, sans règles sociales, sans réglementation. Ça ne sert à rien. Si on regarde, j'aime beaucoup les exemples, les grandes filières françaises dans ce métier sont sorties de la mêlée par le haut. Le champagne est sorti des vins mousseux en disant « je m'appelle le champagne ». Le cognac est sorti des brandys en disant « moi, je suis un brandy, mais je vais m'appeler cognac ». Je pense que notre salut est par la montée en gamme, par la reconnaissance de notre origine, de notre spécificité rhum français de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion. Je dis rhum français parce que la France jouit d'une excellente réputation en matière agroalimentaire, excellente réputation en matière de production de spiritueux et de production de vin. Donc déjà, si on regarde ce marché mondial, peut-être surtout ne faut-il pas aller partout, ne pas aller... L'Inde est un très grand consommateur de rhum. Et ben, est-ce qu'on va aller vendre nos rhums en Inde? Non, je ne crois pas que ça soit une priorité. Donc regardons les grands bassins de consommation où il y a des consommateurs avec un fort pouvoir d'achat et une consommation dynamique. Quelques pays peut-être, Grégoire? L'Europe, beaucoup de pays européens. Alors il se trouve que, et Christian en est le témoin vivant, le rhum est en pleine ébullition pour un certain nombre de raisons, notamment, comme toujours, des gros paquebots. Un certain nombre de grands groupes internationaux du secteur ont racheté des marques de rhum et ont décidé d'accentuer la montée en gamme de leurs produits, ce qui est une excellente nouvelle pour les producteurs de l'outre-mer, puisque nous produisons du rhum haut de gamme, pas par conviction, mais par réalité de nos coûts de production. Et il se trouve que nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous produisons un rhum cher, mais un rhum meilleur. Je dis extraordinaire parce que ça pourrait être le même que les autres. Notre rhum est premium par lui-même, parce qu'on utilise de la mélasse du cru, parce qu'on fait du rhum agricole. Donc on a cette opportunité déjà, intrinsèquement, d'avoir un produit haut de gamme. Les grands marchés sur lesquels je pense que nous devrions regarder, parce que grosso modo, on a des marchés locaux qui sont assez importants et qui sont des belles vitrines. Tu parlais du spiritourisme. On a un marché national que nous avons trop longtemps considéré comme un marché export, puisqu'on a trop longtemps dit l'export c'est la France. Ce qui représente 50% de la consommation. Qui représente aujourd'hui 50% de la consommation et qui est un socle très important dans le cadre du développement de ce métier, de nos industries, parce qu'il nous faut un socle de consommation que nos territoires locaux ne nous donnent pas. 400 000 habitants à la Martinique ou 400 000 en Guyane, à la Guadeloupe, ne suffit pas à faire marcher des Quelques industries. pays, quand même, les 3-4 pays d'avenir. L'Asie, pour l'instant, non, pas l'Asie. Non, pas l'Asie. L'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Finlande, la Belgique. Voilà autant de pays qui sont en train de s'intéresser de plus en plus à nos rhums haut de gamme, et d'ailleurs, ce n'est pas un miracle, ce sont les mêmes pays qui se sont intéressés il y a une dizaine d'années au whisky, vous savez, les single malt, les fameux whisky premium, qui était une petite catégorie anecdotique qui représente aujourd'hui 30% de la production mondiale de whisky sur un segment haut de gamme. Les États-Unis, évidemment, voisins naturels de la Caraïbe, sont un pays grand consommateur de rhum. Simplement, ils ne connaissent ni la Martinique, ni la Guadeloupe, ni la Guyane, ni la Réunion. Vendons-leur notre origine France, Made in France Martinique, comme ils achètent du vin Made in France Bourgogne ou Made in France Bordeaux. Donc je pense que nous devrions nous recentrer sur cette identité rhum de l'outre-mer français et avancer tous ensemble un message commun. Grégoire, avant de parler de l'Europe, je veux dire de politique, oui, avec la France, avec Jean-Claude, le rhum premium dont tu parles, celui que le rhum français doit cibler, ça représente combien sur 100 bouteilles vendues dans le monde en pourcentage? Ce marché, il représente combien, Grégoire? Le marché du rhum haut de gamme? Très haut de gamme, premium. On est aujourd'hui sur malheureusement 3% d'un très très gros marché. 3% du marché mondial. Parce que le rhum est au début de sa segmentation. C'est-à-dire que pendant de nombreuses décennies, les marchés du rhum a été trusté par 2-3 grandes marques. On connaît tous Bacardi, par exemple, qui appartient au groupe Bacardi. La marque Captain Morgan, qui appartient au groupe Diageo, l'anglais numéro 1 mondial des spiritueux. Et 3-4 grosses marques ont maintenu ce marché, on va dire, sur un positionnement plutôt entrée de gamme. Ce bouchon qui freinait la montée en gamme a sauté, parce que je disais, ces grands groupes ont racheté des marques et sont en train de monter en gamme, ce qui est une magnifique opportunité pour nous. Donc on peut imaginer que dans les prochaines années, la partie de la consommation mondiale de rhum haut de gamme, dans lequel l'outre-mer doit inscrire son offre, va peut-être peser 10%, 15%. Et si dans ces 10%, 15%, l'outre-mer en prend une part significative, vous serez tous très riches. Nous serons tous très riches. On se posera une question qu'on se pose déjà avec Éric Eugénie, où est-ce qu'on va trouver la canne? Alors, Jean-Claude, on parle un peu, vraiment par rapport à Bruxelles, par rapport à Paris, le rhum français, il est loin, il y a quelques milliers de kilomètres. Est-ce qu'ils comprennent ici, en métropole, ce qui se passe en Europe? Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très difficile de situer cette réalité économique s'agissant
d'un rhum dont on sait, et je souscris tout à fait à ce que disait Grégoire, probablement le meilleur du monde. Comment peut-on expliquer qu'alors que le rhum des Dômes avait, en 1986, date à laquelle les statistiques européennes commencent à être fiables, le rhum des Dômes avait 51% du marché européen. Du marché européen. Hein. Du marché européen. Bon, il n'y avait pas 28 pays, mais enfin, il y en avait pas mal déjà. Et, dans la configuration de l'Europe d'aujourd'hui. En 2014, pardon, nous ne sommes plus qu'à 24% du marché européen. Avoir un produit de la qualité du rhum des Dômes et avoir perdu cette part de marché mérite quand même une petite explication. Et malheureusement, l'explication, c'est que la politique de l'Union européenne a été terriblement pénalisante pour le rhum des Dômes. Quand le marché commun a été créé, s'est ouverte une grande période d'euphorie. On pensait que s'ouvrait un marché de 400 000 hectos d'alcool pur pour les producteurs des quatre Dômes. C'était vrai, c'était la préférence communautaire. Et la politique de l'Union européenne à ce moment-là était de protéger les producteurs communautaires par une barrière douanière aussi efficace que possible. Ça, c'était le début, la grande période de l'espérance. Il y a eu une deuxième période qu'on peut appeler un infléchissement de la politique européenne, qui a été l'ouverture du marché européen aux pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, et aux pays les moins avancés. Ils en ont largement, c'est les accords de Cotonou, les accords de Lomé, ces pays en ont largement profité, des pays comme le Guyana, comme la Jamaïque, comme Barbade, Trinidad, ont pris des positions très importantes sur le marché européen. Et puis maintenant, nous sommes dans une troisième période, c'est l'ouverture totale des marchés, sans condition. Sur les 3 dernières années, l'Union européenne a signé 14 accords qui impactent directement le rhum des Dômes, avec des pays d'Afrique, avec des pays d'Amérique centrale, avec des pays d'Amérique latine. Et ça, il faut quand même en dire un petit mot si on a 2 minutes. Bien sûr. Le principal exportateur sur le marché européen, on ne l'imagine pas, ce sont aujourd'hui les États-Unis. Bon, là, il y a un scandale. Attention, écoutez bien. Un scandale. Oui, oui, un scandale. Je ne trouverais pas anormal que le gouvernement américain subventionne à la hauteur qu'il le fait le rhum des îles Vierges et le rhum de Porto Rico. Ces 2 États reçoivent chaque année 565 millions de dollars depuis 2 ans. Et alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Le prélèvement de cette manne, c'est une taxe sur la consommation de rhum sur le marché américain. Une partie de cette manne est reversée aux États des îles Vierges et de Porto Rico, et où on peut parler, peut-être pas d'un scandale, mais un demi-scandale, d'une réalité économique contestable, à mon avis, aux yeux de l'Europe. Monsieur le diplomate. C'est que les îles Vierges et Porto Rico, les autorités de ces 2 pays, subventionnent directement Bacardi et Diageo, qui sont les 2 premiers. Donc ils leur redonnent des sous, quoi, en fait. Hein. Oui, oui. Soit sous forme de péréquation sur le prix de la mélasse, soit sous forme de fourniture clé en main d'usines neuves, soit sous forme d'aide directe à l'investissement ou à l'investissement commercial. Et là, les États-Unis, qui exportaient, je ne vais pas vous nommer de chiffres, 2000 hectos d'alcool pur sur le marché européen il y a 10 ans, aujourd'hui exportent 180 000 hectos d'alcool pur avec ce mécanisme. Alors on pourrait dire, mais ce n'est pas normal, étant donné que l'Europe a quand même encore un tarif douanier. Normalement, les rhums venant des îles Vierges ou de Porto Rico devraient acquitter ce droit de 60 centimes d'euros par litre d'alcool pur. Eh bien, ce n'est pas le cas, car il y a une faille dans le tarif extérieur commun, dans le TARIC, selon laquelle, si les facturations sont faites au-dessus de 2 euros le litre d'alcool pur, il n'y a pas de droit de douane. Comme c'est Diageo Europe ou Bacardi Europe qui importent le rhum des îles Vierges ou de Porto Rico, évidemment, ils se facturent
au-delà de 2 € le litre Et d'alcool alors, pur. qui devrait réagir, Et c'est- Jean-Claude? et je termine juste là-dessus. Les 180 000 hectos d'alcool pur, c'est de loin le premier importateur sur le marché européen, devant Cuba, 80 000 hectos d'alcool pur, eh bien, sont exemptés de droits de douane. On réagit un peu sur Grégoire quand on écoute ça. On se dit qu'il y a à minima un dysfonctionnement du système. Non, mais il ne faut pas être naïf. Voilà. Les États-Unis, comme d'autres pays, ont mis en place un système incitatif pour porter leurs champions du monde. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Les États-Unis ont mis en place un système où ils déversent des mannes financières auprès de ce qu'ils estiment être leurs champions du monde, qu'ils s'appellent Diageo ou Bacardi, pour qu'ils deviennent plus importants. Donc, on évolue dans un environnement concurrentiel faussé. Bon, ce qu'on demande finalement, on n'est pas en train de se plaindre, c'est de dire prenons conscience de ce système, n'ayons pas peur nous-mêmes de nos systèmes d'aide au niveau de l'Union européenne, ne rougissons pas des quelques systèmes d'aide que nous avons en place, c'est vrai pour le rhum, mais c'est vrai dans d'autres secteurs, en Outre-mer, et à la limite, actons avec la même initiative et la même ambition de porter, de construire, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, aidons-nous à construire des champions dans ce secteur d'activité. Et peut-être qu'il faut agir avec les mêmes systèmes, ou en tout cas ne pas rougir quand on a un petit système d'aide à l'investissement, parce que, en effet, je pense que c'est pas mal de porter des filières qui ont un vrai potentiel, et ce que j'essaye de démontrer en ce moment, c'est que cette filière a un potentiel. Les ingrédients de la réussite sont tous réunis. Maintenant, il faut arriver à faire la recette dans les bonnes conditions. Et c'est ce système-là. Donc il faut pas ce n'est pas une fatalité, soyons conscients des règles du jeu et essayons de construire nos propres règles du jeu et de convaincre aussi nos autorités, que ce soit au niveau français et au niveau européen, de bien comprendre qu'en face de nous, on a des gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Oui, il y a des règles du jeu un peu différentes. Eric, quand tu entends tout ça en tant que producteur, tu travailles au quotidien, tu te dis, voilà, comment tu réagis? C'est-à-dire que les producteurs, tous les producteurs des DOM, au nombre de 8000 à peu près, nous travaillons avec les industriels, puisque nous livrons nos cannes dans les distilleries, nous livrons les cannes dans les sucreries, mais les professionnels font des efforts sur la sélection variétale, sur les méthodes alternatives pour mieux préparer, pour moins s'utiliser d'intrants, de désherbants, de produits chimiques dans la canne. Nous formons les planteurs de canne. Et donc, nous accompagnons les industriels et nous souhaitons que les autorités nous aident à maintenir cette filière qui est un enjeu important puisque nous avons parlé de 28 000 emplois tout à l'heure dans les DOM. Et c'est un secteur d'avenir. Il y a le rhum, il y a les sucres spéciaux, puisque nous avons aussi des inquiétudes, les planteurs de canne ont des inquiétudes sur la disparition des quotas sucriers, mais nous alertons les autorités pour permettre à cette filière canne, sucre, rhum de se développer et de continuer à employer du monde et à créer des emplois dans les îles. Près de 30 000 emplois, encore une fois, avec un taux de chômage autour de 25%. Christian, est-ce que le consommateur est au courant de tout ça ou pas du tout? Ça reste dans un cercle d'initiés. Est-ce que tu leur en parles ou tu n'as pas intérêt à en parler et tu leur vends les bouteilles le plus cher possible? Non, justement, je crois que la communication est probablement la chose la plus importante, puisque faire les choses bien, on le sait, on le fait déjà. Mais maintenant, le plus important, c'est de le faire savoir. Nous, évidemment, en magasin, au quotidien, on essaie de faire passer ce message, mais cela devrait pouvoir se faire à plus grande échelle. Et ce que tu proposais tout à l'heure, Grégoire, en parlant d'identité du rhum français, incluant Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe, je pense que c'est peut-être une bonne idée, à l'image de ce que vient de faire récemment la banane, qui aujourd'hui, on parle de banane française. Eh bien, j'espère que demain, on pourra parler de rhum français pour qu'à la fois, en France, les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit et du degré de qualité de ce produit, mais aussi encore plus à l'étranger, puisque c'est demain à l'étranger que tout va se jouer, que l'on réalise que cette image de produit français s'applique également au rhum produit dans nos départements d'outre-mer. Et toi, en tant que distributeur et que leader d'opinion, de prescripteur, si demain ça se met en place, on le voit, tu as envie de les soutenir, de les aider. On ne va pas employer le mot de préférence nationale parce que c'est pas beau, mais est-ce que tu as envie d'aider le rhum français? Évidemment, disons qu'au quotidien, le client, c'est lui qui fait le choix final, mais nous, on est là pour expliquer, et après, il fait ses choix, évidemment, mais en connaissance de cause, en général, le consommateur français, si on lui explique bien les choses, il y a de fortes chances qu'il se laisse un petit peu influencer. Et Jean-Claude, les politiques, on en parlait un petit peu, les politiques français, ils font leur job ou pas? Et les politiques européens aussi, franchement? Oui,
Oui. Mais franchement, s'ils ne se font pas, il faut le dire aussi. Quoi. Très franchement, Oui. je pense qu'on on est vraiment bien soutenu par l'administration française et par les hommes politiques français et par les élus locaux. Tous les ministères, y compris le ministère de la Santé, oui, tout le oui. monde. Quoi. Là-dessus, je ne pense pas qu'on puisse formuler le moindre reproche. Allez, pour conclure, une petite synthèse. 2030, le rhum français, vous le voyez où, comment, à quel prix, avec qui et appartenant à qui? Grégoire. 2030, l'outre-mer est reconnu comme le champion du monde, le producteur d'excellence et de référence et d'excellence en matière de rhum, production endogène qui a drainé, irradié toute l'économie agricole de l'outre-mer. Nous cherchons de la canne à sucre. La canne à sucre est très bien valorisée. Les producteurs de canne à sucre ont des revenus indécents et nous en sommes ravis. Les producteurs de rhum exportent et ont monté les prix de manière très fortement. Toute la chaîne de valeur est extrêmement bien redistribuée et la France est reconnue et l'outre-mer français est reconnu au niveau mondial comme le leader des rhums et les gens se pressent dans nos aéroports pour venir visiter nos distilleries. Voilà. C'est un rêve ou c'est la vérité, mon cher Grégoire? C'est une orientation. Christian, un peu de prospective, la barre est haute avec Grégoire, donc évidemment qu'est-ce que là, qu'on fait? je te rejoins complètement là-dessus. Je pourrais rajouter tout simplement, j'espère que demain, les marques issues de nos départements d'outre-mer seront présents dans tous les bars du monde, dans les meilleurs bars du monde, dans les plus grands hôtels, dans les plus grands magasins de spiritueux, et comme étant faisant partie de l'élite. Voilà, et toi, tu continueras à vendre des rhums non français en et 2030 de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et tu as envie de développer ton affaire d'ailleurs, de créer d'autres caves, des 100% rhum et puis l'art de vivre dans les Caraïbes, quoi. C'est une ambition ou pas? Qui sait? Mais oui, pourquoi pas. Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut imaginer 2030? Faut être positif parce que d'abord, il faut être positif. Voilà. C'est à nous de faire comprendre à l'Europe qu'elle fait fausse route et que sans nécessairement revenir à ce qu'était au départ la préférence communautaire, elle doit prendre en compte que seuls nos départements d'outre-mer sont les producteurs de rhum à l'intérieur de l'Union européenne. Cette réalité, tant qu'elle n'est pas vraiment incarnée dans la politique européenne, on court le risque que nous venons de décrire. J'ajoute que, ce que tu as dit, il n'y a pas un pied de canne aux îles Vierges ni à Porto Rico. Non. C'est QFD. Eric, pour terminer, 2030, tu seras aussi riche que le prévoit Grégoire. Tu viens nous voir en hélicoptère ici. En tout cas, les planteurs de canne sont confiants. Vous avez ce matin entendu lors de l'atelier sur la transition énergétique, donc les possibilités de faire de la biomasse avec la bagasse, donc qui est renouvelable. Donc il manque actuellement à la Martinique 70 000 tonnes de canne. Aujourd'hui, il nous manque 70 000 tonnes de canne. Donc, nous sommes très confiants dans les Outre-mer pour la canne et il n'y a aucun souci. Dans 15 ans, il y aura la Martinique et les dômes seront couverts de canne. Bon, si vous avez trouvé les 4 intervenants experts exceptionnels au moins convenables, on les applaudit très chaleureusement. Bravo, messieurs.